Bonjour à tous et me voilà de nouveau avec vous pour l'analyse de l'œuvre d'Antigone. Le prologue. Qu'est-ce que le prologue? Le prologue est un texte de théâtre parce qu'il est introduit par une didascalie. Donc, la didascalie, ce sont des indications scéniques. C'est parmi le lexique théâtral de base. Il nous indique le gestuel, la voix, les accessoires, le décor, les vêtements que portent les dramaturges. Alors, sa didascalie qui nous informe le lecteur ou le spectateur sur le décor de la scène. Pour le décor de la scène, c'est un décor qui est triste, lugubre et laisse présager la mort qui guette les personnages. Donc, nous avons ici une tragédie puisque nous avons ici l'idée de la mort. Aussi, nous informe sur les actions ou ce que font les personnages. Le prologue est un personnage qui est à part entière, qui se détache du groupe pour parler au spectateur. Ce moment de la pièce fait partie de la scène d'exposition. Et la tragédie n'a pas encore commencé. Il ne commencera qu'à partir de la première scène. La scène où le prologue, cette scène-là qui commence avec le prologue, est une scène qui est vivante parce que le spectateur va assister à un tableau qui est direct en face de lui et aussi il voit les personnages qui sont en action. Il est visuel, c'est un tableau visuel où les personnages sont présentés en action. Il tricote, bavarde, joue aux cartes. De même, le langage qu'a utilisé Jean Anouilh est un langage qui est familier, c'est-à-dire accessible à tout le monde. Tout le monde peut le comprendre d'une manière facile. Le prologue s'adresse directement au spectateur. Il a employé même la deuxième personne du pluriel. C'est que le prologue a dit, ces personnages vont vous jouer l'histoire. Et maintenant que vous les connaissez tous. Donc, vous ici, il s'adresse ici au spectateur. Ces personnages-là vont jouer l'histoire d'Antigone. Donc, nous avons ici, et ce qu'il faut retenir, que la date de l'apparition de la pièce, c'était en 1944. Et à cette date-là, il y avait l'occupation de la France par les Allemands. Et le tragique que va jouer ici Antigone ne concerne pas seulement Antigone, mais ça va concerner tout le peuple français, y compris même le spectateur. Ces personnages-là sont présentés par le prologue. Le rideau se lève sur tous les personnages de la pièce. Le prologue s'avance sur le devant de la scène et les présente tour à tour. Donc là, les personnages sont présentés d'une manière, voilà, à tour de rôle. Ils sont présentés même mélangés parce qu'il s'agit ici d'une nouvelle conception de la tragédie où les rois et les princes côtoient les gens ordinaires. Les rois sont proches du peuple et tous deux ont un avenir commun et partagent le même sort. Donc ici, nous avons la présence des rois, des princes et tout ça, avec les gardes et les pages et tout ça. Il n'y a pas de différence sociale. Tour à tour au public. Ils sont 11 au total. Donc, il y a 11 personnages sans le prologue. Donc, le prologue est un personnage qui est à part entière des dramaturges.
11 personnages qui vont vous jouer la scène. Alors, nous avons premièrement Antigone. Antigone, elle est l'héroïne, elle est la princesse de cette tragédie. Le roi qui est aimant, le roi qui est Créon, c'est son oncle. C'est le roi de Thèbes et aussi le père d'Aimon. Ismène, elle est la sœur d'Antigone et même la princesse. Aimon, le fils du roi Créon, est le fiancé d'Antigone. La nourrice des deux sœurs, c'est elle qui s'est chargée à élever les deux princesses. Eurydice, c'est la femme de Créon, c'est son épouse et la mère d'Aimon. Le page de Créon. Le page, c'est un tout petit garçon et le compagnon fidèle de Créon. Le messager, c'est celui qui viendra annoncer la mort d'Antigone et d'Aimon à la fin de la tragédie. Il y a aussi les gardes. Ils sont en nombre de 3. Ils sont chargés de surveiller le cadavre. Ils vont aussi arrêter Antigone. Ils sont vraiment vulgaires et stupides. Ils sortent, c'est-à-dire les personnages sortent au fur et à mesure que le prologue décline leur identité. Ils donnent leurs principaux traits de caractère. Exemple, il a dit Antigone, elle est la petite maigre, jeune fille noiraude, ses yeux graves. Ismène, la jeune, elle est blonde, belle, éblouissante, elle est ravissante. Aimon est un jeune homme. Créon, c'est un homme qui est fort, robuste, aux cheveux blancs, il a des rides. Eurydice, c'est une vieille dame. Elle est bonne, elle est aimante. Le page, il est tout petit, il est trop petit. Le messager, c'est un garçon qui est pâle et solitaire. Les gardes, ce sont les 3 hommes, rougeaux. Ils sentent l'aile, le cuir et le vin rouge. Ils sont très sales. La scène est vide. La tragédie peut débuter sur une aube qui est grise et livide dans une maison qui dort. Donc ici, nous avons la scène va commencer à 1 heure à l'aube, c'est-à-dire au lever du jour, et la scène va se passer à l'aube vers 4 heures du matin. Premier dialogue entre Antigone et la nourrice. Antigone se glisse pieds nus dans la maison. Antigone est sortie du palais à 1 heure très avancée de la nuit. Elle vient juste de rentrer. Antigone est interceptée par la nourrice qui lui demande où elle était. Donc, elle était vraiment surprise par sa nourrice qui s'indigne de ce qu'elle croit une escapade amoureuse. C'est-à-dire, elle croit qu'elle était sortie voir son amoureux. Et la nourrice la traite de menteuse et de mauvaise. Ou elle était peut-être à un rendez-vous. Antigone avoue un amoureux, mais la rassure sur sa pureté et sa fidélité à Aimon et explique son escapade par son besoin de découvrir la beauté d'un monde sans couleur qui ne pense pas encore aux hommes. On comprend ici qu'Antigone est une fille qui est sensible à la beauté de la nature. Le premier dialogue entre Antigone et la nourrice. Donc, on est ici dans un temps ou à 1 heure
très avancée de la nuit au palais royal et Antigone vient juste de rentrer. Antigone se glisse pieds nus dans la maison. En entrant, elle est surprise par sa nourrice. Qui s'indigne de ce qu'elle croit être une escapade amoureuse, parce qu'elle croyait qu'elle était sortie voir son amoureux. L'action donc se passe à l'aube, vers 4 heures du matin. Et ce qui préoccupe la nourrice ici, c'est son éducation à Antigone. Mais Antigone ici a une seule idée dans sa tête, c'est enterrer le cadavre de Polynice. Antigone avoue un amoureux, mais la rassure sur sa pureté et sa fidélité à Aimant, et explique son escapade, c'est-à-dire sa sortie pour voir l'amoureux. Par son besoin de découvrir la beauté d'un monde sans couleur, c'est-à-dire un monde qui est naturel, qui ne pense pas encore aux hommes. Donc ici, on comprend qu'Antigone est une fille qui est sensible à la beauté et à la nature. La sortie, plutôt l'entrée de Ismène va nous entraîner vers la deuxième scène. Donc, c'est un dialogue entre la nourrice et les deux sœurs. Ismène se lève tôt à son tour. Et la nourrice est inquiète parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir les deux princesses se lever tôt. Et Antigone arrive soucieuse et inquiète et cherche sa sœur. Antigone est épuisée. Elle est vraiment fatiguée de cette sortie-là qui est nocturne. Alors quand je vous dis nocturne, c'est-à-dire pendant la nuit, et demande à la nourrice d'aller préparer du café. Le premier dialogue entre les deux sœurs, avec la sortie de la nourrice, nous avons un face-à-face entre Antigone et Ismène. Ce face-à-face va prendre la forme d'une confrontation où chaque fille va tenter de convaincre l'autre en utilisant des arguments. Les deux sœurs partagent le secret de l'enterrement du cadavre de leur frère Polynice. Et Ismène, avant, elle a refusé même d'accompagner sa sœur pour enterrer le cadavre de Polynice parce qu'elle a peur de souffrir. Ismène ne sait pas encore que sa sœur est déjà passée à l'acte d'enterrer leur frère. Elle a réfléchi toute la nuit sur la conduite à tenir concernant son devoir fraternel. Alors, c'est quoi son devoir fraternel? C'est donner une sépulture au cadavre de leur frère Polynice, tué lors d'un combat fratricide, c'est-à-dire entre frères, qu'il a opposé à Éthéocle. Polynice s'est opposé à Éthéocle pour régner sur Thèbes. Cette sépulture-là, celui qui va passer à l'acte, c'est celui qui va enfreindre le décret royal de Créon et il va être ce qui est interdit par le roi et ce qui va entraîner une peine de mort. Donc celui qui va enfreindre le décret royal, sa destinée va être la mort. Ismène tente de raisonner sa sœur en utilisant des arguments soit d'ordre sentimental ou d'ordre logique. Elle redoute de mourir et donne un récit atroce de leur mort. Alors qu'Antigone se montre prête à braver
Elle est brave, elle est courageuse, l'interdiction au péril de sa vie. Il veut finir son acte jusqu'à la fin sans craindre le décret royal. Elle refuse de comprendre et ne veut plus avoir raison. C'est une fille qui est courageuse, elle est têtue, ne veut plus réfléchir, ne veut plus comprendre. Elle est forte et aussi elle est libre. Antigone évoque des souvenirs malheureux de son enfance causés par les adultes qui les interdisaient de faire ce qu'elle voulait en lui imposant leurs règles. Donc, il est hors de ce qui est imposé. Il veut être libre. Mais ce dialogue entre ces deux sœurs, c'est un dialogue de sourds. Aucune des deux ne veut comprendre l'autre. En disant que ici, à la fin, que la pièce ou la scène ou la pièce de théâtre qui est Antigone, la pièce d'Anoué, est la négation de cette notion du destin. On peut dire que l'expression comme cela, que ça a été distribué, c'est comme ça que ça a distribué les rôles, se comprend tout simplement que cela a été distribué par le metteur en scène, c'est-à-dire chacun de nous va jouer un rôle et Antigone a un rôle à jouer et sa fin va être la mort. Elle n'a pas envie de mourir, mais refuse de se servir des prétextes de sa sœur pour changer son avis. Elle se radoucit, devient douce et convainc Ismène de retourner se coucher en lui offrant la possibilité de lui parler afin de la forcer à renoncer à son projet. On est maintenant dans la scène numéro 4. C'est le deuxième dialogue entre Antigone et sa nourrice. Ici, Antigone va paraître très faible et même angoissée. Elle est triste. La nourrice apporte le café demandé par Antigone. Celle-ci cherche du réconfort auprès de sa nourrice et redevient une toute petite fille qui n'a plus peur. Elle lui délivre une sorte de testament concernant Douce, sa chienne, et lui fait promettre de ne plus la gronder, de lui parler comme une vraie personne. Donc ici, on comprend que Antigone et sa chienne Douce ont une relation qui est toute particulière. Antigone traite sa chienne comme s'il était vraiment un être humain. Antigone souffre et sait que sa chienne Douce va souffrir aussi après sa mort. Elle veut être sûre que la chienne serait bien traitée ou dans le cas extrême, tuée. Elle ne veut plus que sa chienne Douce souffre après sa mort. Et elle sait qu'elle va mourir, alors elle organise ainsi sa vie ou la vie de sa chienne après sa mort. La scène qui vient après, c'est l'apparition de Aimon et la sortie de la nourrice. Donc, on est dans la scène numéro 5. C'est une scène d'amour. Parce que nous avons le champ lexical de l'amour. Vous pouvez voir le texte. Oh mon chéri, mon amour, tu m'aimais, tu m'aimes, je t'aime. Si tu m'aimes, je l'aime comme cela, oh mon chéri.
Et aussi, nous avons des gestes comme elle la tient dans ses bras, elle se serre contre lui, serre-moi les bras qui me serrent. Antigone va apparaître comme une femme qui est aimante, comme une femme, comme une épouse fidèle et une maman qui est tendre. Antigone, premièrement, va évoquer une dispute. Il va se faire pardonner de la dispute de la veille. Antigone est allée voir la veille aimant pour coucher après avec lui, mais ils se sont disputés et elle est rentrée dans sa chambre. Une fois rassurée, elle rassure son amant qu'il aime tant et lui annonce leur rupture. Il ne va pas présenter ni argument ni explication. Il lui fit dire même un serment. Enfin, il va lui annoncer cette rupture de leur mariage. Elle lui demande ensuite de partir sans la regarder, ni lui poser de questions après lui avoir avoué qu'il ne l'épousera jamais. Donc, nous avons ici une rupture de leur mariage. Et lui avoir conseillé de prendre Ismène pour femme. Il était vraiment étonné, stupéfait. Aimant était stupéfait de cette décision. Elle le menace de se suicider. Et le jure sur la tête du petit garçon qu'ils ont eu tous les deux en rêve, du seul petit garçon qu'elle aura jamais. Donc Ismène ici, plutôt Antigone, est consciente de sa mort. Elle sait qu'elle va mourir un jour. Le deuxième dialogue entre Antigone et sa sœur Ismène. Donc, avec la sortie de Aimant, nous sommes dans la scène numéro 6. Ismène s'efforce encore de convaincre sa sœur de renoncer à son projet d'enterrer Polynice. Elle craint qu'Antigone le fasse en plein jour. Donc ici, vraiment, il y a ce sentiment de crainte d'une sœur qui veut que sa sœur doit renoncer à son projet ou à cette idée-là de sépulture, de donner une sépulture à leur frère Polynice. En réponse à Ismène, Antigone lui annonce qu'elle est déjà passée à l'acte pendant la nuit. Elle lui affirme que c'est déjà trop tard.